Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette session d'information dont voici le sommaire. Les 3 grandes villes du Bénin auront dans un futur proche un visage neuf et pour atteindre cet objectif, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de créer une agence de grands projets urbains. Dans cette édition, les réactions qui découlent d'une telle décision. 1000 jeunes réunis au sein de la CEMAC, coopérative des métiers de l'art et de la culture, acquièrent de nouvelles connaissances dans ces 2 domaines d'activité. Le lancement officiel de la formation s'est déroulé ce lundi matin à l'université d'Abomey-Calavi. Puis au Libéria, l'érosion côtière fait des milliers de sans domicile à West Point, un bidonville de Moronvia. 90 000 personnes ont dû abandonner leur habitation emportées par la mer. Bienvenue à tous et merci de nous préférer pour votre information. Démarrons cette édition par la séance plénière des députés à l'Assemblée nationale ce lundi. Au cours de cette assise, la loi 2016-18 portant autorisation de ratification de l'accord de financement de projets d'appui au développement du maraîchage a été étudié et adopté à l'unanimité des députés. Le projet est circonscrit dans 7 départements sur les 12 que compte le pays et son montant global a été estimé à 29 milliards de nos francs CFA. Cela ne vous aura pas échappé. Au cours du dernier Conseil des ministres, le gouvernement s'est penché sur le cadre de vie des Béninois. Patrice Talon et ses ministres veulent rendre plus attractives les 3 principales villes du pays, à savoir Cotonou, Porto Novo et Parakou. C'est ce qui a amené le Conseil des ministres à vouloir la création de l'Agence des grands projets urbains. Quelle analyse peut-on faire de cette décision du gouvernement? La réponse, c'est bien sûr avec Fréjus Serroin et Fréjus Fiossi. L'Agence des grands projets urbains, c'est cet établissement public à caractère administratif et culturel, placé sous la tutelle de la présidence de la République, qui désormais est chargé uniquement du montage et de la supervision des grands projets urbains identifiés dans les villes de Porto Novo, Cotonou et Parakou. Cette volonté de l'exécutif de rendre plus attractives ces 3 villes à statut particulier implique de grands investissements qui représentent un défi pour lui. Mais pour le gouvernement, le constat fait sur le cadre de vie des Béninois l'oblige à réussir ce challenge. Le Conseil a aussi constaté le déficit d'attractivité des principales agglomérations de notre pays et la faible qualité des services rendus aux populations. L'inadéquation de ce cadre de vie aux besoins de bien-être des populations. C'est donc pour la satisfaction des besoins des populations, mais aussi des entreprises que le gouvernement s'engage pour le développement urbain. Pour améliorer le bien-être des populations béninoises et aussi améliorer la fluidité des transports. Vous avez par exemple la gestion des déchets dans l'agglomération de Cotonou qui pose un problème sérieux d'environnement et de cadre de vie. Vous avez par exemple l'aménagement du Kangezo. Cette initiative a été très tôt saluée par des personnalités politiques. Quant aux citoyens, l'annonce de cette nouvelle les plonge dans l'euphorie. Eux qui aspirent à vivre dans des villes propres et modernes. Et déjà, ils font des propositions. Surtout par rapport à la ville de Cotonou. Vous allez remarquer que nous n'avons plus de voies. Franchement, honnêtement parlant, on doit réaménager la ville de Cotonou et retracer correctement les voies. Pourquoi pas ne pas amener des grands projets pour qu'on ait une double voie sur notre lac qui va déboucher de Godomé jusqu'à tomber au niveau de Akwakpa là-bas ou bien Tokpa là-bas. Il faut associer les mairies. Les mairies, même aller jusqu'au niveau de chaque quartier, puisque chaque quartier dispose d'un conseil local, les délégués, les conseils locaux, ainsi de suite, pour qu'ils puissent, à chaque niveau, on puisse impliquer les citoyens pour qu'ils se sentent concernés, quoi. Tandis que certains citoyens sont dans l'enthousiasme absolu, d'autres s'interrogent quand même sur la gestion qui sera faite de ces projets.
car ayant en mémoire les éléphants blancs hérités des régimes précédents. Les 3 villes à savoir Cotonou, Porto-Novo, Parakou. Si réellement le gouvernement a une ambition pour ce pays, ça va nous permettre à ce qu'on vende l'image de notre pays, le Bénin, à l'extérieur. Bon, comment ça va se faire la gestion de ces projets-là? Puisque vous savez, nous sommes au Bénin, il y a toujours des bonnes initiatives, mais dans la pratique, bon, le Béninois pense toujours à sa poche qu'à l'intérêt commun. Si pour le moment, les grands projets identifiés par le gouvernement de la rupture concernent Porto-Novo, Cotonou et Parakou, des villes historiques comme Abomey et Ouida attendent elles aussi des projets urbains de grandes envergures pour leur rayonnement. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, par arrêté préfectoral, a interdit la circulation des engins à 2 roues dans l'emprise de la zone commerciale du marché d'Antopa. Mais cette mesure est également diversement appréciée par les usagers et les riverains de cette zone. Pourquoi cette décision gêne-t-elle et quels en sont les avantages? Éléments de réponse dans ce reportage de Fréjus Serron. Il est interdit jusqu'à nouvel ordre à tous engins à 2 roues l'entrée dans le centre commercial allant de la rue Mtienne, Notre-Dame jusqu'à l'immeuble Maoulé en passant devant le collège d'enseignement général d'Antokpa. Telle est l'intégralité de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du préfet du littoral Modeste Toboula en date du 7 juillet 2016 et affiché un peu partout dans la zone commerciale. Mais cette mesure de l'autorité vient quelque peu rendre difficiles les activités de certains usagers du site. Et ceux qui ne sont pas émus, si vous voulez aller quelque part, vous avez 2 roues, vous allez passer par où? Et c'est à Missebo. La décision là, c'est très grave pour nous, puisqu'on va circuler par où? Pour prendre les clients, on va circuler par où? On dit qu'on veut par là-bas. C'est où on peut garer maintenant? Ce que voilà, les bonnes dames ne peuvent plus faire leur business parce que avec les motos là, surtout avec les IM là, ça les avantage à prendre leurs marchandises. Cette décision constitue aussi une difficulté pour les riverains. Il y a des gens qui habitent ici, il y a des gens qui ont le domaine ici, avant que le marché là commence à s'animer. Donc, ce que voilà, c'est un peu difficile de venir garer leurs motos, bien leurs engins, leurs voitures dans leur maison. Pour le préfet Modeste Toboula, il faut désormais respecter un minimum de règles et de normes internationales en matière de circulation dans les marchés. C'est pour cela qu'il a pris la mesure de ses responsabilités en entérinant cette décision qui émane du Conseil départemental de sécurité. Il explique ici les avantages de cette mesure. Le premier, la libre circulation des personnes et des biens. Deuxième, la maîtrise de l'arsenal sécuritaire dans le département, notamment dans la zone commerciale. Le bilan qui a été fait sur 10 braquages, vous verrez 8 à 9 dans la zone commerciale. Et de ces 8 à 9, c'est par le biais des motos, j'allais dire des engins à 2 roues, que le butin arrive à être emporté. Sur ce point que certains usagers reconnaissent la pertinence de la décision du Conseil départemental de sécurité entérinée par Modeste Toboula, tout en souhaitant qu'il pense également à des mesures d'accompagnement. S'il n'y a pas d'accès de motos non plus dans la zone, on aura de la facilité à attraper par exemple des voleurs qui viennent dans le marché avec des motos. Il faut que le préfet du moins pense à l'installation qu'on appelle des parkings qui ne sont pas dans le marché. Comme ça, quand les gens viennent, ils garent leur moto ou bien garent leur voiture à des endroits donnés avant de rentrer dans le marché. Je n'admettrai pas l'incivisme sur mon territoire. Au prix d'être impopulaire, nous avons décidé de marquer notre temps, nous a confié Modeste Toboula. Cette volonté du préfet en dit long sur l'application de l'arrêté préfectoral sur l'entrée des 2 roues dans la zone commerciale. Cérémonie de lancement de formation de 1000 jeunes à l'art et à la culture, c'était ce lundi matin. Ces jeunes se retrouvent au sein du Creuset, coopérative des métiers de l'art et de la culture, CEMAC, pour apprendre plusieurs métiers relatifs à ces 2 secteurs. La formation se déroule dans le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi.
Faire ressortir les potentialités des jeunes en matière de culture et d'art et valoriser les atouts culturels du Bénin, c'est le but assigné à la coopérative des métiers d'art et de la culture, une initiative de Florent Estache-Ressou qui consiste à former des jeunes gens et filles aux métiers de l'art et de la culture. La coopérative des métiers d'art et de la culture est une coopérative de mise en commun des énergies, des talents, puisque le système éducatif béninois produit des pauvres ou des chômeurs, parce qu'on n'a jamais tenu compte du talent qui sommeille en chacun. On nous amène à l'école, nous bûchons ce que les Blancs ont dit, nous déversons ça pour lutter contre notre culture qui devait être en même temps le socle de notre développement. Nous sommes révoltés, nous avons décidé de nous mettre en coopérative et le projet s'appelle 1000 talents au pays de talents. Donc nous allons former 1000 jeunes et les mettre en coopérative sur un espace qui est à Diagbo. 1000 jeunes recevront donc pendant une semaine des enseignements en danse, en théâtre et dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, entre autres. L'objectif, c'est d'avoir une vaste maison où il y a 1000 personnes qui sont en activité pour la culture dans tous les domaines de l'expression artistique. Donc cette semaine, nous allons former, on a déjà quelques centaines de jeunes là, nous allons former, en les formant, nous allons déjà détecter les talents et ils feront partie de la première génération de talents qui vont être mis dans un système. Nous avons un espace culturel et tous les soirs, il y aura désormais un plateau de l'expression artistique et culturelle. Nous allons créer un magazine qui va s'appeler Mag Copé Mag, qui va parler des arts et de la culture. Nous allons créer une radio en FM sur le web et puis une web TV qui va s'appeler Wendo TV. Cette coopérative est également une manière pour son initiateur de contribuer au développement du Bénin à travers l'art et la culture. Hors de nos frontières, les forces de l'ordre gabonaises ont violemment dispersé ce samedi à Libreville un rassemblement pacifique d'opposants. Plusieurs centaines de personnes ont répondu au mot d'ordre de l'opposition pour contester la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba à l'approche de l'élection présidentielle du 27 août prochain. Le preneur d'images de l'agence France Presse qui couvrait la marche a été tabassé par les hommes en uniforme. Toujours en bref, les côtes libériennes ont été marquées par l'élévation du niveau de la mer, le changement climatique faisant des milliers de sans domicile dans la commune de West Point à Moronvia. 90 000 personnes logent désormais dans un bidonville avec des cabanes longeant la péninsule le long de l'océan Atlantique. L'Allemagne a connu un nouvel attentat ce dimanche, une explosion près d'un festival de musique dans le sud de l'Allemagne qui a fait 12 blessés. L'auteur de l'attentat, un réfugié syrien, a péri dans l'explosion. Plus de précisions avec Fréjus Serron. Selon les autorités locales, cette explosion, intervenue devant un restaurant du centre-ville d'Ansbach dans le sud de l'Allemagne, est volontaire. Cet attentat, qui a fait 12 blessés, dont 3 graves, survient à un moment où l'Allemagne est sous haute tension, car ayant connu une semaine noire endeuillée par plusieurs attaques meurtrières. L'auteur de cette dernière, un réfugié syrien âgé de 27 ans et souffrant de troubles psychologiques, a rendu l'âme dans l'explosion qu'il a lui-même provoquée. Pour l'heure, les enquêtes sont en cours pour vérifier s'il s'agit d'un attentat islamiste, mais cette piste est fortement privilégiée. L'auteur de l'attentat, dont la demande d'asile avait été rejetée il y a 1 an, avait l'intention d'empêcher la tenue du festival de musique pop en plein air auquel participaient plus de 2500 personnes dans la ville. Il était également déjà connu des services de police, notamment pour un délit lié à la drogue, selon l'agence de presse DPA. 20 ans après la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, ça gronde toujours entre opposants et partisans. Les opposants réclament l'arrêt définitif du programme, tandis que les pro-l'ours demandent des nouveaux lâcheurs. Reportage. Ils sont venus marcher dans les pas de l'ours, à Arbas, dans les Pyrénées. Accompagné d'un animateur, ce groupe de touristes découvre l'histoire de cet animal sauvage, réintroduit ici il y a tout juste 20 ans. Ici, à l'endroit où nous sommes, exactement à l'endroit où nous sommes, il y a 2 ours qui ont été lâchés. Ziva, Melba puis le mâle Pyros ont été lâchés sur ce chemin entre 1996 et 1997. À l'époque, ils n'étaient plus que 5.
Ces ours originaires de Slovénie ont été réintroduits pour renforcer la population. La disparition de l'ours dans les Pyrénées n'est absolument pas naturelle, c'est complètement le fait de l'homme, en particulier historiquement de la chasse qui a été autorisée jusqu'en 1962 en France. Et quand on a commencé à vouloir travailler à la protection de l'ours, on s'est rendu compte que finalement c'était déjà trop tard, c'est-à-dire que la population était en dessous du seuil de viabilité. Aujourd'hui, il n'existe plus d'ours des Pyrénées de souche, le dernier, Canel, ayant été tué en 2006 par un chasseur. Le recensement effectué il y a un an comptabilise à présent 29 ours. 7 oursons auraient également été détectés. Si la population n'est toujours pas viable pour les anti-ours, ils sont déjà beaucoup trop nombreux. Bien mon chien. Elodie s'est installée à Casteras, dans la vallée du Haut-Salat, il y a 2 ans, une région particulièrement appréciée par l'ours. Il peut y avoir des risques de prédation partout. Quand on a acheté, il y a 2 ans, il y a des chèvres qui se sont faites attaquer dans le parc en dessous du village. Donc, je ne sais pas, à 50 mètres des premières maisons qui sont habitées. L'an passé, Elodie a perdu une dizaine de brebis. Pour veiller en permanence sur ses 200 bêtes, elle compte sur son chien de berger, mais le risque d'attaque existe toujours. Ça déstructure complètement notre travail. Concrètement, c'est ça. Et puis au-delà de ça, ça fait qu'il y a des gens qui sont complètement écœurés, des anciens, et qui ne remontent plus en montagne. Ça fait baisser les effectifs des estives. Une estive ici, là, au-dessus, il y a 3 ans, ils étaient à 2000 brebis. Là, cette année, ils sont à 850. Pour l'association du Pays de l'Ours, le plan Tigrade aurait au contraire permis de relancer une activité pastorale, les bergers étant indispensables depuis la réintroduction de l'ours. Le plan d'aide de plus de 48 millions d'euros soutient en partie cette activité. Plus de 200 personnes ont récemment manifesté devant la préfecture de Toulouse contre de possibles nouveaux lâchers dans la région. Les anti et pro-ours attendent désormais la décision du ministère de l'écologie à l'origine du premier plan de réintroduction il y a 20 ans. 3 Palestiniennes enfument des ruches sur des collines de Cisjordanie afin de produire du miel, le visage et le corps protégés pour éviter les piqûres des abeilles. Ces femmes au foyer se sont lancées dans l'apiculture il y a 4 ans, un miel qui a changé leur vie et qui leur a permis de se réapproprier leur terre. Reportage. Sur une colline de Cisjordanie, un groupe de Palestiniennes enfilent leurs combinaisons blanches et couvrent leur visage d'un fin grillage. Direction une oliverie parsemée de ruches dont elles s'occupent depuis 4 ans. Dans le territoire palestinien occupé depuis près d'un demi-siècle par Israël, la récolte de miel permet à de plus en plus de femmes de joindre les deux bouts. Nous sommes 6 femmes à participer à ce projet. L'une d'entre nous a une famille de 7 personnes, une autre subvient aux besoins de 9 personnes, l'une d'entre nous subvient à ses propres besoins, une autre a 4 enfants, une autre encore en a 8. Nous avons toutes des situations différentes. Tous les ans, ces femmes produisent 600 kilos de miel pour un revenu annuel de 1 400 €. Une somme supplémentaire bienvenue, alors que le chômage touche un habitant sur 4 dans les territoires palestiniens, un taux qui atteint 40% chez les femmes. Et pour certaines, l'apiculture est devenue une véritable passion. J'adore ça. C'est ce que j'aime le plus après mes enfants. À la maison, je surveille toujours nos ruches et je m'occupe des abeilles. Le projet est encouragé par Parc, une organisation qui aide aujourd'hui 103 femmes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La plupart des projets en Cisjordanie ont été lancés dans la zone dite C, qui représente 60% du territoire et qui est placée sous total contrôle militaire israélien depuis les accords d'Oslo de 1993. En 23 ans, des colonies israéliennes ont été construites sur de nombreuses terres agricoles. Résultat, la part de l'agriculture dans le PIB palestinien a chuté de 72%. Nous travaillons principalement sur des terres agricoles à l'intérieur de la zone C. Donc l'un des objectifs principaux de notre projet, c'est d'aider les gens à rester sur leurs terres, en particulier les femmes vivant dans les zones agricoles. En plus du miel, les apicultrices de Cisjordanie fabriquent des produits à base de gelée royale et de cire produite par leurs abeilles. Certaines se sont rendues en Jordanie et même jusqu'en Espagne pour les vendre lors de forums d'agriculture et de commerce équitable. Fin de ce journal. Merci pour l'attention. À demain.